Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont on va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce manifeste contre le nouvel antisémitisme publié par Le Parisien et signé par 300 personnalités. C'est un cri d'alarme, un cri de colère contre ce qu'il nomme sans détour l'antisémitisme musulman. Un antisémitisme soutenu par une certaine gauche radicale qui jugerait que le vote musulman est plus payant électoralement que le vote juif. Une épuration ethnique à bas bruit, disent les signataires. Des mots très forts qui ont provoqué une levée de bouclier. Procès injuste et délirant fait aux musulmans, répond la Grande Mosquée de Paris. Un débat nauséabond et funeste, dit le CFCM. Ce texte jette-t-il le discrédit sur tous les musulmans? Creuse-t-il le fossé entre deux communautés? Le débat est ouvert ce soir. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel à Christine Claire. Nous reviendrons notamment sur les conséquences politiques du douloureux vote de la loi Asile et Immigration. Douloureux en tout cas pour la République En Marche. Parmi les 312 députés de la majorité, il y a eu 197 pour, 14 abstentions, un vote contre et 99 qui ont préféré se faire porter pâle. Faut-il déjà parler de fronde, de crise chez la République En Marche ou simplement de la diversité d'un groupe? Nous poserons la question à nos spécialistes. Mais d'abord, ce manifeste qui divise, ils sont élus, intellectuels, artistes, anciens ministres, premiers ministres, et ils ont voulu frapper un grand coup contre l'antisémitisme et en particulier contre celui qui serait véhiculé par l'islam, celui que certains refuseraient de dénoncer par peur de stigmatiser une communauté. Les mots sont forts, parfois dérangeants, les organisations musulmanes sont scandalisées. Avant d'en débattre avec nos invités, voyons précisément de quoi il s'agit avec Sandra Cerquera. Les mots sont extrêmement forts. Voici la tribune contre un nouvel antisémitisme, publiée dans les colonnes du Parisien. Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu'est l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard, avant que la France ne soit plus la France. Voilà ce qu'écrivent les signataires. 300 personnalités venues d'horizons divers, parmi lesquelles l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse, 3 anciens premiers ministres, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et Jean-Pierre Raffarin, mais aussi des artistes. Les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans, lit-on encore dans ce manifeste. Ils dénoncent, je cite, une épuration ethnique à bas bruit, un antisémitisme musulman et s'adressent directement à l'islam de France, à qui ils demandent d'expurger les versets du Coran qui appellent au meurtre des juifs et des chrétiens. Ce manifeste en appelle aussi au pouvoir. La ministre de la Justice réaffirme sa fermeté. Pour mon ministère, il y a une volonté farouche de lutter contre l'antisémitisme. J'ai signé il y a quelques semaines une circulaire à l'attention de tous les procureurs généraux. Cette dimension-là y est expressément notée. Une tribune qui divise, le recteur de la Grande Mosquée de Paris dénonce un procès injuste et délirant. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Esther Benbassa, bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, membre de la Commission des lois, et vous détenez la chaire du judaïsme moderne à l'École pratique des hautes études. Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, et vous avez signé ce manifeste contre le nouvel antisémitisme. Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise, bonsoir, et Fabrice Delmeda, historien. Vous présentez l'info dans le rétro, diffusé chaque semaine sur Public Sénat, et vous faites partie, vous aussi, des signataires de ce manifeste. Je précise que nous avons tenté une invitation aux représentants du CFCM qui n'ont pas souhaité se joindre au débat. Et je voudrais immédiatement vous faire réagir à ce qu'écrit Claude Askolovitch sur Slate.fr. Lui se dit glacé par ce manifeste. Il parle d'une logique attirante et dévastatrice qui fait de la lutte pour les Juifs une composante du combat identitaire français. Et cette identité exclu. Il ajoute cette question: pense-t-on que ces bêtises vont dissuader un seul antisémite, un seul bourreau? Est-ce que Esther Benbassa, ce manifeste joue le jeu dangereux des identitaires, exclut les musulmans de la communauté nationale selon vous? Moi, je ne vois pas la question sous cet angle. D'abord, il faut entendre le cri de colère et l'anxiété qui se dégagent de ce texte. C'est une réalité, il y a de l'antisémitisme. Un antisémitisme qui n'est pas nouveau, mais qui a pris une autre allure, mais toujours avec des thèmes classiques. Cet antisémitisme qui se répand dans les milieux radicaux musulmans est un antisémitisme avec vraiment une thématique classique de l'antisémitisme du 19e. Les Juifs ont de l'argent, ils sont riches, ils ont du pouvoir. C'est les protocoles des sages de Sion, n'est-ce pas, le pouvoir des Juifs, etc. Donc,
et c'est un texte qui vraiment a de l'importance aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment l'entendre. Et puis, bien sûr, les gens qui l'ont voté et qui l'ont signé, je ne sais pas si tout le monde l'a lu d'ailleurs, mais ça aurait été mieux de le lire en entier. Mais il y a quelques problèmes dans ce texte, parce que je ne crois vraiment pas que en opposant en bloc les juifs et les musulmans, on arrivera à avancer. C'est ça. Bon, c'est peut-être vous qui l'avez pas lu. On va se laisser parler parce que la question est sensible. Oui, Voilà. il n'y a pas de bloc. Oui, on va essayer de débattre tranquillement. Si on veut terminer ses phrases, ça serait bien. Et Alexandre Devecchio, juste ensuite. Dans cette opposition, il n'y a vraiment pas de bénéfice pour qui que ce soit, un bénéfice moral. L'antisémitisme ne disparaîtra pas comme ça. Il est vrai que les institutions ainsi que les intellectuels musulmans devraient s'exprimer à voix haute pour dénoncer l'antisémitisme qu'on rencontre d'une manière de plus en plus importante, mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont antisémites. Et deuxièmement, on parle dans ce texte de purification, enfin d'épuration ethnique à bas bruit. Moi, ça me choque un peu. Et après, on reviendra peut-être sur ce qu'il faut expurger des textes scripturaires. Et là, j'ai mon idée quand même, parce que ce n'est pas une chose simple. Vous allez évidemment pouvoir y répondre. Mais peut-être qu'il faut sortir de la concurrence des souffrances. Est-ce qu'il y a plus d'islamophobie, plus d'antisémitisme, duquel on parle plus? Est-ce qu'on parle pour des raisons électorales ou pas? Alors, vous savez, tout cela ne fait pas, on va laisser les autres avancer répondre. Les choses. Alexandre Devecchio. Non, je voudrais corriger certaines choses, puisque dans le texte, il n'est absolument pas mis que tous les musulmans seraient antisémites. Il ne faut pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas. Il est d'ailleurs co-signé par un certain nombre d'autorités religieuses. Très peu. Et ce jeu-là est quand même problématique, parce que vous voyez bien qu'en disant cela, nous, ce qu'on dénonce, c'est l'islamisme, et vous mettez tous les musulmans, y compris les musulmans humanistes, qu'on invite à nous rejoindre dans ce combat. Vous les mettez dans le même camp. Non, j'ai dit islam radical. Non, mais vous expliquez qu'on parle de tous les musulmans, ce qui n'est pas le cas. Attendez, si j'ai bien lu le texte, nous sommes d'accord, il y a bien écrit antisémitisme musulman. Il y a un antisémitisme lié à l'islam. Non, mais c'est la première fois, d'où la nouveauté de ce texte. C'est-à-dire que vous dites en réalité, c'est pas vraiment la première fois. Depuis l'apparition des territoires perdus de la République en 2002, il y a un certain nombre d'intellectuels qui avaient déjà noté le problème, qu'aujourd'hui, l'antisémitisme à l'extrême droite était de plus en plus résiduel. Bien sûr qu'il faut le combattre, mais il est résiduel. Et il y a aujourd'hui un antisémitisme qui tue, et celui-ci est lié à l'islam, et il y a effectivement des choses dans les textes qui posent problème, et je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, poser le débat. Si on veut combattre un adversaire, il faut effectivement le désigner. Paul Vanier. Bon, d'abord, redisons en effet que l'antisémitisme existe en France, qu'il tue le meurtre antisémite de Meriel Knoll l'a tragiquement oui, mais la question, c'est lequel rappelé. Elle est là, la question. C'est le problème de cet appel. Il y a quelque chose qui est embêtant, profondément embêtant dans ce texte, parce qu'en effet, il vise un groupe, les musulmans, identifiés en tant que tels dans ce texte. Vous vous adressez à l'islam et non pas à certains. Et en le faisant d'ailleurs, et vous venez de le faire d'un certain point de vue, vous procédez par amalgame. Vous ne séparez pas ce qui relève de l'islamisme, qui est une appartenance politique. Ce sont des militants politiques, les islamistes. Ils ont un projet politique de ce qu'est l'islam, une religion, et de ce qu'est la foi musulmane. Ils se revendiquent du texte. Les musulmans ne sont pas tous des islamistes. Et par ailleurs, l'antisémitisme, malheureusement en France, parce que vous faites des amalgames. Malheureusement, l'antisémitisme est un phénomène diffus. Il ne se réduit pas à une communauté religieuse, quel que soit le critère d'ailleurs que vous retiendrez pour l'identifier. Il est diffus, ce problème, et vous le réduisez de ce point de vue-là. C'est une faiblesse de votre texte qui d'ailleurs n'apporte aucune solution. Quelles sont les propositions concrètes que font ces signataires, dont beaucoup ont été au pouvoir, un ancien président de la République, des premiers ministres qui nous ont beaucoup parlé de laïcité et qui viennent discuter du texte sacré des musulmans, du Coran, et appeler à l'amender, comme si les assassins allaient trouver leur consigne dans un texte, comme si ce serait retenir les crimes antisémites de demain que de corriger un texte religieux.
inconséquent du point de vue du problème qui nous occupe. Fabrice Dalméda, moi je me pose la question de l'efficacité de ce genre de texte, de ce manifeste. Effectivement, Claude Askolovitch nous dit, pense-t-on que ces bêtises vont dissuader un seul antisémite, un seul bourreau? Est-ce que vous croyez vraiment à l'efficacité de ce texte? C'est une question. Non, c'est pas ça. On peut tourner dans la caricature et l'amalgame, ce que nous arrivons tous à faire quand on en a envie, mais on va essayer de faire autre chose sur ce plateau. Avec plaisir. Ce qui me paraît l'essence du texte, c'est pas ça. L'essence du texte, c'est quand on regarde aujourd'hui en France, et on peut élargir le débat à l'Europe, on voit bien qu'il y a un développement de l'antisémitisme dans certaines catégories qui est plus rapide que dans d'autres. Je dis, il y en a toujours à l'extrême droite, voilà. Mais il y a, il faut le dire, pas chez les islamistes, chez les musulmans, des a priori et des préjugés très répandus. Alors, c'est pas tous les musulmans, mais de nombreux musulmans. Est-ce que je peux me permettre d'accompagner votre propos et de l'illustrer avec des chiffres? D'accord, mais vous me laisserez finir mon raisonnement. Bien sûr, avec plaisir, mais nous avons des chiffres. Juste, regardez cette étude de 2014 qui émane de la fondation Fondapol, intitulée « L'antisémitisme dans l'opinion publique française ». 51% des Français musulmans interrogés pensent que les Juifs ont trop de pouvoir politique. 46% pensent que le sionisme est une idéologie raciste. 33% ne veulent pas d'un Juif comme président en France. 22% ne veulent pas d'un patron juif. 24% ne sont pas d'accord avec l'enseignement de la Shoah à l'école. Alors il y a des aspects sur lesquels je pense qu'il y retrouverait beaucoup d'autres groupes. C'est pas spécifique, mais il y en a où effectivement on sent qu'il y a une particularité. Et par ailleurs, il se trouve que comme il y a... Lesquels? Comment pouvez-vous distinguer des stéréotypes antisémites et les ramener à une communauté dans la liste qui vient d'être faite? Par exemple, l'idée... C'est indiqué, non? Une majorité qui considère que les Juifs sont 51%, vous avez dit? Oui, pense que les Juifs ont trop de pouvoir en politique. Ça, vous pensez ce sont tous ceux qui vivent en France. Ils sont mais vous pensez que par exemple, si on prend, pour exagérer un peu le communautarisme, les Berrichons ou les Bretons, on aura le même chiffre ou que ce sera un chiffre qui sera... 51%, ça nous montre que le problème est diffus et qui concerne la communauté nationale et non pas un groupe. Ah non, 51% des musulmans. 51% des musulmans. Il faut écouter. Alors là, nous avons choisi ces chiffres. Excusez-moi, mais un peu de caricature et ensuite ne pas écouter, c'est pas... Bon, pardon, mais vraiment là, c'est... Bon. Donc, il y a cet antisémitisme musulman qui existe, qui prend de l'ampleur. Notre texte, il intervient dans ce climat avec une série de morts et avec le sentiment que rien ne bouge. Et c'est un appel. Pourquoi? Pour que les gens raisonnables chez les musulmans prennent les mesures qui sont nécessaires pour mettre à l'écart ceux qui exagèrent, ceux qui crient, ceux qui tuent, ceux qui vraiment développent une lèpre qui est extrêmement dangereuse. Pourquoi ils ne le font pas d'après vous? Il y en a qui l'ont fait, c'est pour ça que je jette pas la pierre à tout le monde. Il y en a qui l'ont fait, mais il y a quand même un fond de complaisance qui reste avec l'idée que oui, ils exagèrent, ils vont trop loin, mais enfin, sur le fond, est-ce qu'ils ont tort? Ce petit côté-là, on voudrait que ça cesse. Alors effectivement, on n'a pas de solution tout de suite. Il y a quelques hommes politiques qui ont signé le texte. C'est pas des politiques qui sont à l'initiative de ce texte. C'est un texte qui vient d'intellectuels, de journalistes, de gens qui, j'allais dire, ne sont pas des responsables de la direction de la collectivité. Mais en attendant, ils ont le sentiment que s'il n'y a pas un travail qui est fait dans l'islam, tout ce qu'on pourra nous essayer de faire de l'extérieur ne permettra pas de réduire cette dynamique qui prend de l'ampleur, qui s'accélère. Et en cela, c'est nouveau. Et il y a un problème qu'il faut ajouter. Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, 39% des personnes interrogées pensent que, pour les Juifs français, Israël compte plus que la France. Sarah Daniel, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, a écrit dans l'Obs « C'est au nom des enfants palestiniens que Mohamed Merah a massacré les enfants juifs de l'école aux Aratora au printemps 2012 ». Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, il y a peut-être cet amalgame entre Juifs et Israël, politique de Benyamin Netanyahou, qui, j'allais dire, fait progresser cet antisémitisme dans la communauté musulmane, oui ou non, Esther Benbassa, d'après vous? Enfin, que le conflit israélo-palestinien devienne une raison d'antisémitisme est quand même un vrai problème. Mais cela existe depuis 2000. Que vous reconnaissez, pour vous, il est là? Oui, après la seconde intifada, on a vu de plus en plus de paroles antisémites, de propos antisémites. Il faut dire aussi que les télévisions satellites, etc., venant des pays arabes, ont quand même diffusé un message dans ce sens. Et en plus, moi, je trouve que ce manifeste
dans d'autres mots, avec d'autres mots, devait arriver un peu plus tôt. Moi qui connais très bien la Turquie, depuis plus de 20 ans, je vois les protocoles des sages de Sion traduits. Le Mein Kampf est acheté librement et ce n'est pas nouveau. Puisque les pays... Une seconde, je voudrais... Il faut le dire, hein, en Allemagne, l'un des points cruciaux de déploiement de l'antisémitisme, c'est la communauté turque. Et ça, c'est un problème qu'on a. Oui, mais c'est un problème aussi des pays arabes qui ont focalisé leur problème sur Israël. Il y a ça aussi. Bien sûr, on ne va pas réduire l'antisémitisme uniquement à cela, mais il a quand même, ce conflit l'a stimulé. Ça, c'est évident. Mais là, dans ce texte, il y a aussi cet amalgame. L'extrême gauche qui serait antisémite et antisioniste. C'est vrai qu'il y a parmi les parmi ceux qui soutiennent la cause palestinienne avec ferveur, on trouve aussi des personnes qui confondent antisionisme et antisémitisme. Je ne nie pas tout ça. Mais je me dis, voilà, en Occident, après des siècles de persécution juive, les pogroms, etc., la Shoah, n'est-ce pas ? Après tout cela, on est arrivé à une sorte de dialogue, à une sorte d'apaisement, à une sorte de recul de l'antisémitisme. Oui, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous vous dis pas d'être. Vous n'êtes pas obligé de. Je parle de l'Occident chrétien. Oui. Il y a même eu en 1965, l'encyclique Nostra Aetate, qui a permis, n'est-ce pas, d'infléchir la théologie dans le sens de, d'enlever les Juifs, peuple déicide, etc., dans la liturgie aussi. Mais il y a un autre problème. Là, dans ce texte, on demande d'expurger le Coran. D'accord. Des passages qui appelleraient au meurtre des non-musulmans. D'accord. Mais il n'y a pas de Vatican, ni chez les Juifs, ni chez les musulmans. Il n'y a pas une autorité qui pourrait amender des textes. La liturgie peut être amendée, mais pas les textes scripturaires. Et certains imams disent même qu'il y a un problème de traduction et qu'il n'y a pas d'appel au meurtre des non-musulmans. C'est un autre problème. Il faudra veiller aux traductions quand même. Hein. Mais le problème n'est pas celui-là. Ne soyons pas comme ça dans une sorte de délire en disant voilà, on va expurger les textes. Une seconde. Qui pourrait dire demain on expurge le Coran? Qui a cette autorité pour le dire? Surtout que les salafistes et les rigoristes ont une lecture littérale du Coran, ce qui est terrible, n'est-ce pas? Si on lisait littéralement la Bible, on serait effaré, et ainsi de suite, les évangiles aussi. Bon, alors, nous cherchons des solutions et pas du bavardage. On peut répondre, personne ne demande d'expurger le Coran. Par contre, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont censés être responsables. On a entendu le recteur de la mosquée de Paris là, expliquer que c'était une accusation délirante, encore une fois, contre tous les musulmans, alors que c'est pas le cas. Et on voudrait justement que ces autorités qui sont censées être responsables, qui sont censées être du côté des musulmans humanistes, modérés, puissent simplement prendre publiquement leur distance avec certains aspects du texte et expliquer qu'il y a d'autres interprétations possibles. Ce serait déjà un premier pas. Or, quand Jean-Pierre Chevènement a créé le CFCM, la première chose qu'il a demandé, c'est que, justement, les imams prennent leur distance avec la peine de mort sur la question de l'apostasie. Ils ont refusé en bloc. Donc là, on a un véritable problème, si vous voulez. Donc, effectivement, il n'y a pas de Vatican dans l'islam et il ne s'agit pas, nous, en France, de réécrire le Coran, mais les imams français devraient pouvoir quand même indiquer la direction beaucoup mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Et Paul Vannier, que répondez-vous à ces accusations de cette gauche radicale qui aurait alimenté, même pour des raisons un peu électoralistes, cet antisémitisme? C'est l'un des amalgames de ce texte. Il nomme mal les choses, ce texte, et du coup, il introduit de la confusion, cette confusion entre l'antisémitisme qui est l'extrême gauche, il n'y en a absolument condamnable. Toutes les expressions antisémites, d'où qu'elles viennent, doivent être combattues avec grande fermeté et condamnées, la loi le permet. Mais l'antisionisme est une critique, celle de la politique étrangère d'un État.
l'État. Elle doit pouvoir être oui, mais vous formulée savez bien dans le qu'elle cadre trouve une oreille attentive dans un certain public. Démocratique. Mais oui, vous savez, aujourd'hui, on accuse tous ceux qui expriment un regard critique vis-à-vis d'Israël d'être des antisionistes. Nathalie Portman, très récemment, ne s'est pas rendue à un festival qui se tenait en Israël et elle a été accusée Nobel, elle aussi d'être antisioniste. Je crois qu'on ne veut pas ils étaient un peu fâchés, mais c'était pas comparable. Mais voilà, donc cette confusion est sans cesse introduite. Elle l'est également dans ce texte. Mais je reviens à cette interpellation qui est faite aux autorités religieuses. Nous, à la France Insoumise, nous préférons une lecture plus républicaine et laïque de ce problème. Comme responsable politique, je n'ai pas à interpeller des autorités religieuses pour leur demander de transformer des textes sacrés. Et comme responsable politique et comme républicain, je ne peux pas assigner quiconque dans cette société à une supposée appartenance religieuse et communautaire. Les antisémites sont responsables individuellement de leurs actes. Ils ne le sont pas en raison de leur appartenance à tel ou tel groupe, à telle ou telle communauté. Ils le sont dès lors qu'ils enfreignent la loi. On va laisser répondre Fabrice Dalméda. Sévèrement condamnés. Alors un militant en politique, je raconte n'importe quoi, mais nazi ne serait pas rattachable au nazisme. Enfin, il y a quand même à une idéologie. Il y a quand même une idéologie et il faut bien rattacher les gens à leur idéologie. Enfin, la religion n'est pas une idéologie politique, sauf à considérer que tous les musulmans sont. Il y a une dimension politique dans l'islamisme, vous ceux qui ne le sont pas, et elle est politisée. Mais c'est justement le problème, c'est que vous ne voulez pas voir une partie de la réalité. C'est qu'il y a une dimension politique dans cette religion et je plus est chez les islamistes. Fabrice Dalméda, et ensuite je voudrais qu'on parle un peu de l'Europe. Fabrice Dalméda. Juste parce que je suis très surpris d'entendre quelqu'un qui dit je suis un responsable politique et je n'ai pas interpellé les responsables religieux dans le pays de la loi de 1905, c'est-à-dire dans le pays de Combes, dans le pays de Waldeck-Rousseau, qui a fait la séparation de l'Église et de l'État, qui a foutu les catholiques hors de l'éducation nationale, qui a chassé les congrégations religieuses. Un homme politique me dit je n'ai pas à parler religieux. Je ferme cette parenthèse, mais nous justement, nous justement, on se rend compte que les hommes politiques à un moment donné avaient cet élan et cette capacité de vouloir défendre la sécurité de leurs concitoyens de toute religion, ce qui aujourd'hui semble être problématique. Fabrice Dalméda, je voudrais, pour aller plus loin sur la question que vous abordiez tout à l'heure, sur cette question de l'antisémitisme en Europe, je voudrais juste vous lire les déclarations d'Angela Merkel, qui a donné une interview à une télé israélienne hier. Voilà ce que nous dit la chancelière allemande. Nous avons un nouveau phénomène dans la mesure où nous avons de nombreux réfugiés, parmi lesquels il y a par exemple des gens d'origine arabe qui amènent une autre forme d'antisémitisme dans le pays. Le fait qu'aucune crèche, aucune école, aucune synagogue ne peut être laissée sans protection policière nous consterne, dit-elle. On observe une montée de l'antisémitisme en Allemagne, mais ailleurs, en Royaume-Uni, en Suède, en Pologne. Vous pensez qu'il y a une vague ? Pologne, Hongrie. Et Hongrie, évidemment. Mais c'est toute la difficulté. Mais justement, c'est ça qui est fascinant aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant aujourd'hui. C'est qu'il y a un terreau d'antisémitisme. C'est pour ça que je n'ai pas d'accord avec Esther Benbassa quand elle disait qu'en gros, les Juifs étaient bien acceptés en Occident. Il y a aujourd'hui un renouveau de l'antisémitisme d'extrême droite. Il existe dans plusieurs pays. Il faut quand même. Si, il gagne en ampleur. Orban gagne en ampleur. Il y en avait beaucoup moins auparavant. La Pologne, changement de gouvernement, nouvelle loi qui justement. Mais c'est là où c'est existe en France. Enfin, l'un s'ajoute à l'autre. Si vous me permettez, c'est leur thèse. Si vous me permettez, pour l'instant, en France, cet antisémitisme-là n'a pas gagné autant d'ampleur qu'ailleurs. Mais bon, donc nous, on prend ce qui se passe ici aussi. Donc on a cette réflexion. Oui, il y a cette difficulté. Et quand Angela Merkel, alors on va dire, là encore, on pourrait dire, elle amalgame. Quand elle dit les pays arabes. Dans tous les pays arabes, c'est pas exactement les mêmes niveaux d'antisémitisme. Il y a des pays qui le font plus, il y a des pays qui le font moins. Il y a des pays comme la Syrie où c'était idéologique parce que c'était l'État à côté et donc il fallait effectivement se blinder en étant voilà. En Égypte, il y a eu aussi toute une mouvance très très virulente. Au Maroc, c'est différent. Donc vous voyez, il faut aussi distinguer. Mais n'empêche que ce qu'elle dit là, c'est qu'elle dit attention, il y a un phénomène que nous ne remarquions pas. Alors elle l'associe aux migrants. Elle a tort, parce que les Turcs dont nous parlions tout à l'heure, ils étaient là depuis longtemps, parce qu'elle a aussi une émigration maghrébine qui est là depuis longtemps, qui elle aussi véhicule ses idées, parce qu'elle croit en grande partie chez ces musulmans-là. Quoi qu'on en pense, il y a cette idée que les Juifs sont dangereux, malsains, trop riches, et que par ailleurs, Israël est l'ennemi héréditaire. Donc ces deux effets conjugués, moi, me paraissent le cocktail à dénoncer. Et c'est pour ça que je pense qu'un musulman raisonnable, je suis étonné parfois de voir des gens comme Galeb Benchir, que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas retrouvé dans ce texte, alors que je pense que justement, il fait partie des gens qui connaissent bien les textes. C'est un fils de recteur de la Grande Mosquée. Tout le monde n'a pas été contacté, Fabrice, excusez-moi. Vous l'auriez
signé, Esther Benbassa, ce manifeste? Si vous aviez été contacté, vous l'auriez signé? J'aurais réfléchi, mais peut-être je ne l'aurais pas signé. J'aurais demandé, comme d'ailleurs le grand rabbin de France a demandé des modifications. Mais il l'a signé quand même. Il n'a pas obtenu, mais lui, il est un chef politique. Moi, je suis en même temps... S'il n'y avait pas eu les mots épuration Je suis juive, je suis un chercheur sur le judaïsme, je suis une femme politique, j'aurais pris toutes ces considérations et j'aurais pris ma décision en conséquence. J'aurais fait enlever l'épuration ethnique, par exemple. Et le changement, et le changement... Mais écoutez, on m'a posé la question à moi, pas à vous. Laissez-moi m'exprimer. Mais Esther, est-ce que le phénomène qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le fait que des gens soient chassés des lieux où ils habitent, je parle de juifs... Mais c'est inadmissible. Donc est-ce que le fait d'utiliser un mot trop fort, c'est vraiment un problème? Le mot est trop fort. Mais c'est inadmissible qu'on ne puisse pas se promener en kippa, qu'on ne puisse pas envoyer ses enfants dans les écoles de la République dans certains quartiers. Le fait qu'on soit... tué parce qu'on est juif, qu'on soit, disons, persécuté parce qu'on est juif, tout cela est inadmissible. Mais moi, je cherche des solutions. Je ne veux pas l'opposition entre juifs et musulmans. Je ne crois pas dans le dialogue. Là, on demande une coopération. On demande une coopération. Il faut que les autorités... des musulmans, aussi les intellectuels, je l'ai déjà dit, prennent position plus ouvertement, plus fortement contre l'antisémitisme et contre le terrorisme parfois, n'est-ce pas? Et une tribune est en préparation de plusieurs imams d'ailleurs. Oui, mais une tribune ne suffit pas, il faut des déclarations sur le moment et être vigilant. Alors, c'est ce que je demande. Et ensuite, il faut trouver des solutions. La cause nationale, excusez-moi, les gouvernements passés ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, monsieur Édouard Philippe a déclaré récemment que ça serait une cause nationale. Bon, d'accord. Mais... Alexandre Devecchio, vous êtes fâché par les réactions, vous êtes étonné, surpris, notamment de la réaction des autorités musulmanes qui parlent de textes honteux, nauséabonds? Malheureusement, je ne suis pas étonné, parce que ce n'est pas la première fois. J'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi, surtout sur un sujet aussi difficile, aussi grave. Mais ça montre malheureusement qu'il y a parfois une zone grise, et c'est pour ça aussi qu'il fallait prendre position fortement sur ce texte, que des gens qui sont modérés réagissent en bloc. C'est pas nous qui opposons de bloc, c'est une partie des autorités religieuses musulmanes qui sont dans une logique de bloc musulman et qui ne veulent aucune critique, même pas à l'égard des musulmans, parce que personne ne fait ça, mais à l'égard d'un texte religieux et d'un certain nombre de problèmes qu'on observe dans la société. Donc oui, je suis plutôt en colère. Il faudrait que ça cesse. Qu'est-ce que ça apporte? On nous dit qu'on n'a pas de solution, mais qu'est-ce que ça apporte d'entendre M. Boubagueur se plaindre, geindre comme ça, à part renforcer, parce que le malaise, il est là aussi. On sait qu'il est dans certaines banlieues, que c'est lié à la crise de l'intégration. Si on explique que ce texte est islamophobe, on nourrit... Si on explique que ce texte est islamophobe, comme certains l'ont fait, on nourrit le ressentiment d'un certain nombre de gens qui n'attendent que ça. Et cet antisémitisme vient aussi de ce ressentiment dans certains quartiers. Je compte sur vous pour être très rapide. Malheureusement, ce texte sépare, alors qu'il faut rassembler dans la fraternité pour lutter contre l'antisémitisme. Et il faut proposer, vous parlez de l'école, à l'école, il faut engager des moyens pour aborder dans les classes ces problèmes et permettre à chacun de vivre ensemble dans ce pays. 5 secondes, Fabrice Dalméda. En 5 secondes, ce qui me frappe, c'est que les gens qui ont signé cette tribune, s'il y avait eu la même situation pour les musulmans, l'auraient signé. C'est-à-dire qu'en fait... Je ne suis pas sûre. Et on doit s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est justement une coopération entre les différents groupes. Et je vous invite à poursuivre le débat hors antenne avec grand plaisir. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Caroline Michel à Christine Claire. Nous allons notamment revenir sur les remous causés par le vote ce week-end du projet de loi Asile et Immigration. Le texte a laissé quelques traces dans le groupe La République En Marche. On va en parler juste après ce sujet de Stéphane Amalian. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. C'est un texte qui laissera des traces au sein de la majorité. La loi Asile-Immigration a révélé des failles dans le groupe La République En Marche. 99 membres n'ont pas pris part au vote, 14 se sont abstenus et un seul a voté contre, Jean-Michel Clément, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Finalement, cette loi Asile et Immigration aura été une formidable tribune pour le Front National. C'est lui qui sort gagnant de ce débat en mêlant asile et immigration. Le député a décidé de quitter le groupe La République En Marche, alors que Richard Ferrand avait menacé d'exclusion ceux qui s'opposeraient au texte.
J'ai indiqué qu'une abstention était un péché véniel et un vote contre un péché mortel. Une mise en garde sévère du président du groupe En Marche, à laquelle souscrit le gouvernement. L'appartenance à un groupe n'est pas une obligation. Et lorsque vous appartenez à un groupe, lorsque vous décidez de rejoindre un groupe parlementaire, chaque groupe a un règlement. Chaque groupe a un règlement intérieur auquel vous souscrivez librement ou pas. Et vous avez le droit de quitter ce groupe-là. Ça ne remet pas en cause votre liberté individuelle. Pour l'heure, pas de fronde, mais la démission de Jean-Michel Clément sonne comme un avertissement pour un groupe qui désormais ne peut plus être comparé au groupe Godillot du Parlement. Avec nous pour ce match des idées, Christine Claire, journaliste politique. Bonsoir. Caroline Michel, journaliste au service enquête de l'Obs. Merci à toutes les deux d'être ici. Chez En Marche, on tente de minimiser en disant, en gros, oh, ça va, il y a eu un vote contre, quelques abstentions, il n'y a quand même pas péril en la demeure. Est-ce que oui ou non, vous commencez à titre personnel à parler de fronde chez La République En Marche, Christine Claire ? Je trouve ça très bien. Parce que sinon, ça aurait été épouvantable. Il y a combien ? 320 députés 300... de la majorité, 312 oui, 312. Tous pareils, en rang par deux. Non, écoutez, c'était pas possible. Ça ne pouvait pas être un parti de Godillot. Alors, un peu de liberté, un peu de respiration, c'est très bon pour eux. Je ne sais pas s'ils l'ont organisé pour ça, mais franchement, Donc, était temps. Pas du tout de fronde, selon vous ? Peut-être une fronde, mais c'est la moindre des choses. Enfin, dans une communauté humaine, tout le monde ne va pas marcher au pas. On n'est quand même pas encore dans une dictature. Bon. Donc, je trouve ça très bien que les gens expriment leurs idées. Le Parlement est fait pour ça. Et qu'ils aient des différences et sur des sujets aussi graves. C'est bien, c'est courageux. Je ne sais pas si ça a été organisé en coulisses. Je ne pense pas. Pensez pas, mais ça aurait été bien de l'organiser, ça aurait été intelligent pour démontrer que ce n'était pas totalement à partir de Godillot. Caroline Michel. Un an après l'élection, il n'y a toujours pas beaucoup de têtes qui dépassent. Faut bien le reconnaître. Pas de personnalités qui ont vraiment émergé. Le président du groupe En Marche s'en sort avec un vote contre d'un député qui s'en va. Minimum. 14 abstentions et presque 100 députés qui ne sont pas venus voter, dont une partie en vacances, donc qui ont exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de fronde. Très clairement, la menace d'exclusion, vous avez signé un pacte quand vous avez adhéré à En Marche, comme quoi vous ne pourriez pas fronder, il faudrait soutenir le président. Pour l'instant, ça tient. Pourquoi pour l'instant ? Parce qu'il est à supposer que l'expérience venant et les sujets de discorde venant, parce que la première année, c'était évident que la majorité allait appliquer le programme. Plus le temps va passer, plus on va en venir à des sujets comme la SNCF, comme cette loi asile-immigration qui n'était pas dans le programme. Et là, la diversité, pour ne pas dire la divergence du groupe entre des traits libéraux et des traits socialistes, va de plus en plus s'exprimer. Je pense en particulier sur les sujets sociétaux. Autant je pense que d'un point de vue du libéralisme économique, il y a quand même une certaine unité du centre, ni droite ni gauche, d'un libéralisme modéré, on dira, qui unit ce groupe. Autant sur les sujets plus compliqués, moraux, éthiques, sociétaux, ces députés vont apprendre, vont en avoir marre de se faire traiter de godillots, ils sont partagés et ça devrait s'exprimer. On va le voir pour la réforme constitutionnelle au mois de mai, et puis ils apprennent parce que il y a quelques mois, ils ne savaient pas. Ça a toujours été le cas des grands partis. Ou bien on est un petit parti homogène, et encore faut-il vérifier de près que les petits partis sont homogènes. Mais les grands partis, c'était le parti gaulliste, ça a été le parti socialiste, il y a toujours eu différents courants. Et il y avait beaucoup de différences entre ces courants. Il y a eu des gaullistes de droite, des gaullistes de gauche, il y a eu des socialistes chevènementistes et des socialistes beaucoup plus pour la régionalisation. Il y a toujours eu. On ne peut pas avoir une grande formation politique. On n'est pas en Turquie, on est en France. Mais alors, que pensez de cette règle de si vous votez non, c'est la porte ? Oh, ça me paraît pas très malin. Ça me paraît... Autoritarisme oui, enfin, c'est quelqu'un qui a peur. On ne se conduit pas comme ça quand on n'a pas. Enfin, oui, l'autoritarisme, c'est quand on n'a pas d'autorité. Donc, on utilise des menaces et des pressions. C'est pas très malin. Bon.
Une règle dictatoriale. Ça cache un peu le fait, comme le disait Christine Claire, elle parlait de grands partis qui avaient des fondamentaux, d'idées très riches. Cet autoritarisme, tous derrière le chef, montre que le débat d'idées a beaucoup de mal à vivre au sein du groupe En Marche. Le parti lui-même a beaucoup de mal à vivre et c'est quelque chose qui... Mais c'est un parti jeune sur lequel tous les projecteurs sont braqués aussi. Alors, à leur décharge, c'est aussi une position un peu compliquée. Ils ont toutes leurs preuves à faire. Ça fait à peine un an qu'ils existent. C'est quand même aussi une position compliquée, j'imagine. Oui, c'est sûr, mais on ne voit pas la chose se structurer. On reste derrière... Enfin, ce qui les unit, c'est quand même tous derrière Macron. Il ne faut pas se leurrer. Ça reste tous derrière le chef. Ça a toujours été ça. Tous derrière De Gaulle, tous derrière Mitterrand, tous derrière Chirac à un moment donné. Tous derrière Sarkozy. Au moment de l'élection. Mais après... Mais on est un pays divers. On ne va pas figer les choses. En plus, on est un pays où on ne reste plus, comme autrefois, 10 ans, 20 ans dans le même parti. Ça bouge, il y a la télé, il y a tous les moyens de communication. Donc ça fluctue énormément, les gens changent, ils sont libres. C'est plus du tout comme autrefois, on était encarté toute sa vie. Ça n'a plus rien à voir et c'est normal. C'est pour ça que je suis un sujet aussi C'est la vie d'une grande démocratie et c'est heureux. Il faut s'en féliciter, il n'en reste plus beaucoup dans le monde. Et réjouissons-nous d'appartenir des divergences d'opinion. Autre thème du match de ce soir, c'est la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Elle commence tout juste. Son épouse et lui dînent ce soir avec le couple Trump. On connaît les relations privilégiées qu'ils entretiennent et on sait que le président français va tenter de convaincre son homologue américain sur 2 points cruciaux, l'accord sur le nucléaire iranien ainsi que les taxes sur les importations d'aluminium et d'acier. Du coup, il faut bien le dire, Emmanuel Macron a lancé une opération séduction. Je suis là pour protéger les Français et rendre la France encore plus forte. Quelqu'un que je connais bien aurait même utilisé cette expression. C'est mon but. Voilà, et j'ai envie de parler de double opération séduction, le choix de la seule chaîne de télévision qui soit favorable à Donald Trump et la reprise du slogan Trump pour afficher sa détermination. C'est ce qu'adore aussi Donald Trump. Vraie opération de séduction? Et c'est ce qu'il sait faire? Oui, c'est ce que je disais, c'est ce qu'il sait faire le mieux. On voit bien le calcul d'Emmanuel Macron. Il se dit qu'en termes de leadership européen, il a une carte à jouer, évidemment, parce qu'avec Angela Merkel et avec le Royaume-Uni, ça ne passe pas très bien avec Donald Trump pour l'instant. Il se dit que la France a une carte à jouer. C'est évidemment un pays qui est encore membre permanent du Conseil des Nations Unies, du Conseil des sécurités, qui investit beaucoup pour la défense. Il essaye de s'imposer de cette manière comme un partenaire qui pourrait... Alors, infléchir Donald Trump, enfin, on voit bien que même là, c'est important. Du point de vue du symbole, il ne faut évidemment pas négliger les choses. Première visite d'État d'un chef d'État étranger. Néanmoins, on entend ici ou là que c'est Madame Trump qui a dit à son mari, ce serait bien de... Donc, on voit bien la portée que Donald Trump donne à cela. Tout ça pour dire que pour le symbole, c'est important. Pour la communication, c'est important. Ce qu'on a retenu de cette interview sur Fox, c'est ce qu'il a dit sur la politique française. Est-ce que vous allez ralentir les réformes? No chance. L'influence sur la politique internationale, elle reste à prouver. Oui, il faut qu'il y ait un peu d'efficacité tout de même à cette opération. Il faut voir d'abord quel est le rapport de force. La France a encore une aura extraordinaire, on le voit, puisqu'on évoque le souvenir de Lafayette et tout ça. Mais enfin bon, nous sommes un petit pays et face à une très grande puissance, et notamment une très grande puissance économique et militaire. Bon. Alors, il y avait 2 solutions. Ou bien on condamne Trump, on se moque de lui comme tout le monde, et on s'en fait un ennemi, ce qui est arrivé à Angela Merkel, qui est quand même bien embêtée parce que l'Allemagne était traditionnellement une alliée des États-Unis, et ce qui est arrivé à Theresa May, qui est bien embêtée aussi maintenant. Ou bien on le caresse dans le sens du poil, si je peux dire, on est habile. Bon. Et personne n'interdit d'être habile, et Macron se montre habile, parce que le fait d'amadouer Trump va quand même lui permettre, on l'espère en tout cas, de pouvoir obtenir quelques résultats à la fois sur le nucléaire et sur les échanges, parce que c'est vital, et sur le climat. Oui, mais enfin, je crois que les échanges économiques, c'est quand même, c'est vital. Si Trump ferme les frontières, j'allais dire, on est fichu. Donc, il joue la carte de l'Europe, et on ne peut que se féliciter de
de cette habileté, ou du moins de cet effort pour être habile. Et en tout cas, on est sûr que ça aurait été complètement raté s'il avait attaqué Trump de front. Parce que là, on rappelle l'amitié franco-américaine, on rivalise d'amabilité, et au fond, peut-être que par cette méthode, il va obtenir un peu plus qu'en attaquant Trump de front, parce que, encore une fois, Theresa May et Angela Merkel, actuellement, elles sont quand même bien embêtées des résultats de leur réaction, de leur diplomatie à double tranchant. Et de leur petite phrase. Il n'en faut pas beaucoup pour vexer Trump, hein, il en faut très peu. Juste une petite réserve, la France est un petit pays, mais si Emmanuel Macron se pose en représentant de l'Europe, il est le représentant d'une grande force économique. Bien sûr, mais une force économique est un nain sur le plan militaire. Si on le compare aux États-Unis, et qui est encore dépendant des États-Unis, ne l'oublions pas. Voilà. On en vient au dernier thème de ce match, c'est le rapprochement très improbable, là encore, celui de l'ex-FN, Florian Philippot, et de Geneviève de Fontenay. Je vous vois sourire. Ils ont donné une conférence de presse commune ce matin à Paris. Ils veulent lutter contre ce qu'ils appellent la politique antisociale d'Emmanuel Macron. On ne peut pas dire qu'il y ait eu foule lors de ce rendez-vous, vous l'imaginez bien. Ça donne tout de même quelques photos de protagonistes tout sourire, qui cachent relativement mal le caractère un petit peu pathétique de la situation. Qu'est-ce que ça illustre selon vous? Est-ce que c'est la détresse du patron des Patriotes, Florian Philippot, un coup de com' raté, il n'arrive pas à percer seul? Comment interpréter ce moment? J'ai écrit plusieurs ouvrages de politique fiction, et la réalité dépasse toujours ce qu'on aurait imaginé. C'est vrai que ça, j'aurais pas été imaginé ce sketch. C'est vrai que c'est très pittoresque de voir le pax entre Philippot et Fontenay. Écoutez, ils sont isolés tous les deux, ils ont besoin d'exister, ils sont un peu sur la même ligne. Voilà, Bon, il aurait préféré évidemment être allié avec Marine Le Pen ou avec Marion Le Pen, plus désirable, si je peux dire, mais bon, il a trouvé Geneviève de Fontenay, après tout, ça fait parler. Ils ne sont même pas alliés, parce qu'elle a dit qu'elle ne voterait pas pour lui. Mais nous en parlons ce soir, c'est déjà énorme pour lui. On en parle sur Public Sénat, c'est formidable. Oui, mais donc c'est un bon résultat. Ça montre surtout peut-être la détresse de l'ancienne éminence grise de Marine Le Pen, qui était quand même au plus haut au Front National, qui aujourd'hui peine à se faire entendre, au point qu'il est obligé d'avoir... C'est pas lui qui était au plus haut, c'était son mouvement. J'élargirais bien la grille de lecture au FN dans son ensemble, parce que en même temps que Florian Philippot semble à la dérive, et ça n'est pas à lui faire insulte, le Front National n'est pas mieux positionné, puisqu'on a vu lors de ce débat dont on parlait sur la loi asile-immigration, un rapprochement très net des positions, on dira, pas du personnel politique, mais des positions entre la droite et l'extrême droite, et dont le FN ne sort pas en tant que leader, leader de ces positions-là. Et on voit bien, là je vous rejoins, jamais on n'aurait pu imaginer qu'avec 10 millions de voix, je parle du score au deuxième tour de Marine Le Pen, un seul débat politique raté puisse entraîner une explosion des deux têtes de pont de ce duo. C'est assez incroyable ce qui se passe, et on voit bien que l'un comme l'autre, alors évidemment Marine Le Pen a le Front National derrière elle. Marine Le Pen est en baisse, mais les idées ne sont pas en baisse. Non, c'est de savoir si c'est elle qui va en tirer profit, ou sa nièce, ou si Laurent Wauquiez va ramasser la mise. Est-ce qu'il va plumer la volaille FN comme Mitterrand avait plumé la volaille communiste? Tout est là, finalement. Mais au final, une alliance, on se demande qui va plumer l'autre. Ni Marine Le Pen qui n'arrive pas à finalement capitaliser. Mais on ne peut pas dire que ses idées sont en chute libre, au contraire. Caroline Michel, il nous reste 20 secondes. Oui, non, c'est vrai, les idées ne sont pas en chute libre, et pourtant, les gens qui les ont portées, je dirais que ce qu'a porté Florian Philippot, qui était une forme de souverainisme économique, pour le coup, n'a pas retrouvé de leader. C'est vraiment un sujet qu'on retrouvait à gauche, qu'on ne trouve plus aujourd'hui ni à gauche, ni à En Marche, et plus au FN non plus. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à ce match des idées. C'est la fin de cette émission. Publicsénat.fr pour toujours plus d'infos. Et puis l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Fabienne Keller, sénatrice LR du Bas-Rhin. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.